Mon médecin m'a regardé dans les yeux ce matin-là et m'a dit quelque chose que ma propre famille n'avait jamais osé me dire. Je m'appelle Geneviève, j'ai 84 ans, et ce jour-là, j'ai compris que les gens qu'on aime le plus peuvent parfois vous voler quelque chose sans même s'en rendre compte. Je vais vous raconter cette histoire depuis le début, parce qu'elle ne commence pas dans le cabinet du docteur Moreau. Elle commence bien avant, dans ma cuisine, un mardi matin ordinaire d'octobre, quand j'ai remarqué que mon fils Philippe rangeait quelque chose dans sa poche en me voyant arriver. Un papier, je crois. Peut-être une lettre. Il m'a souri, il m'a embrassé sur le front, et il m'a dit qu'il passait juste prendre un café avant d'aller travailler. Je n'ai pas posé de questions. À 84 ans, on apprend à ne pas toujours poser les questions dont on presque les réponses vont faire mal. Mais les questions, elles restent là quand même. Elles s'assoient avec vous à table. Elles vous suivent jusqu'au lit le soir. Je vis seule depuis 7 ans, depuis que mon mari Bernard est parti. Pas d'un seul coup, Bernard. Il est parti doucement, comme une bougie qu'on laisse brûler jusqu'au bout. On avait 58 ans de mariage. Je vous dis ça non pas pour vous faire pleurer, mais pour que vous compreniez quel type de femme je suis. Je suis quelqu'un qui a traversé des choses. Je ne suis pas fragile. Je n'ai jamais été fragile, même quand les gens autour de moi ont décidé que je l'étais devenue. Parce que c'est ça le vrai sujet, au fond. Le moment où les autres décident, sans vous le demander, que vous n'êtes plus capable de supporter la vérité. Après la mort de Bernard, mes enfants, Philippe et ma fille Isabelle, ont commencé à faire des choses qui me semblaient étranges. De petites choses, d'abord. Isabelle qui prenait les appels téléphoniques dans le couloir en baissant la voix. Philippe qui annulait des plans sans vraiment expliquer pourquoi. Des regards échangés par-dessus ma tête quand je disais quelque chose sur la famille, sur les cousins, sur les amis qu'on avait en commun avec Bernard. J'ai cru, pendant un moment, que c'était le deuil. Que tout le monde gérait ça à sa façon et que la mienne était peut-être différente de la leur. J'ai décidé de leur laisser de l'espace. Mais l'espace que je leur laissais, il se remplissait de silence. Et le silence, à mon âge, ça a un goût particulier. Ça ressemble à quelque chose qu'on vous cache. Il y a eu cette période, environ 2 ans après la mort de Bernard, où j'ai remarqué que certaines personnes avaient disparu. Des gens que je connaissais depuis des décennies. Marguerite, la femme de l'ami de Bernard, André, qui venait chaque été avec sa femme pour le repas du jardin. Je leur avais envoyé des cartes de vœux. Rien. J'avais demandé à Philippe si André et lui s'étaient brouillés pour une raison quelconque, parce que parfois les amitiés d'hommes ont des histoires compliquées. Philippe m'avait dit que non, qu'André avait juste beaucoup de choses en ce moment, que les gens sont occupés, que ça ne voulait rien dire. Je l'ai cru. Qu'est-ce que vous voulez, c'est votre fils. Vous lui faites confiance. L'été suivant, j'ai appris par hasard, par une ancienne voisine que je croisais au marché, qu'André était décédé. Pas récemment. 1 an et demi avant cette conversation. 1 an et demi. Et personne ne m'avait dit quoi que ce soit. Ni Philippe, ni Isabelle, ni aucun de nos amis communs. J'avais envoyé des cartes de vœux à une veuve sans savoir qu'elle était veuve. J'avais demandé des nouvelles d'un homme mort. Je suis rentrée chez moi ce jour-là et je me suis assise dans le fauteuil de Bernard, celui que je garde encore dans le salon, et j'ai essayé de comprendre. Pourquoi ne m'avait-on pas dit? Est-ce qu'ils avaient peur que ça me rappelle trop Bernard? Est-ce qu'ils pensaient que j'allais m'effondrer? Ou est-ce que, tout simplement, ils avaient décidé entre eux, Isabelle et Philippe et peut-être les amis aussi, que je n'avais plus besoin de savoir certaines choses? Cette pensée-là, je vous avoue qu'elle m'a fait plus mal que la nouvelle d'André elle-même. Quelques mois plus tard, j'avais un rendez-vous avec le docteur Moreau. Un rendez-vous de routine, pour mes médicaments, pour faire le point sur ma tension. Le docteur Moreau, je le connais depuis 20 ans. C'est quelqu'un de droit, de précis, qui ne fait pas dans les détours. Il ressemble un peu à Bernard par certains côtés, dans sa manière de vous regarder quand il vous parle, comme si vous étiez la seule personne au monde qui compte à cet instant. Ce jour-là, il a regardé mon dossier un moment, il a posé son stylo sur la table, et il m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il m'a dit que ma fille Isabelle l'avait appelé 2 semaines plus tôt. Qu'elle lui avait demandé,
je cite, de faire attention à ce qu'il me communiquait concernant certains résultats d'analyse, parce qu'elle ne voulait pas que je me fasse du souci inutilement. Il s'est arrêté. Il m'a regardé. Et il a ajouté, avec une voix très calme, qu'il n'avait pas l'habitude de filtrer les informations médicales de ses patients adultes sans leur consentement, et que si j'étais d'accord, il allait me parler de tout, comme il l'avait toujours fait. Je lui ai dit oui, bien sûr. Je lui ai dit oui, mais à l'intérieur de moi, quelque chose venait de se mettre en mouvement. Quelque chose de difficile à nommer exactement. Pas de la colère, pas tout de suite. Plutôt une sorte de tristesse très ancienne qui confirme ce qu'elle pressentait depuis longtemps. Les résultats en question n'avaient rien d'alarmant, au final. Une légère variation dans certaines valeurs, quelque chose à surveiller, rien qui demandait un traitement immédiat. Ce n'était pas une catastrophe médicale qu'Isabelle avait voulu m'épargner. C'était simplement une information normale, adulte, concernant ma propre santé, mon propre corps. Et pourtant, elle avait jugé que je n'étais pas en mesure de la recevoir seule. Je suis sortie de ce cabinet et je suis restée un long moment sur le banc devant la clinique. Il faisait froid, c'était janvier, mais je ne voulais pas rentrer tout de suite. Je voulais réfléchir. Je voulais comprendre depuis quand, exactement, j'étais devenue quelqu'un qu'on protège au lieu de quelqu'un qu'on respecte. Parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Pas comme de l'amour. Comme un retrait de confiance. Je dois être honnête avec vous, parce que cette histoire mérite d'être racontée honnêtement. Isabelle est une bonne fille. Philippe est un bon garçon. Il m'aime, je n'en doute pas une seconde. Ils ont grandi dans une famille où on parlait, où on se disait les choses, où Bernard et moi nous n'avons jamais caché les difficultés à nos enfants parce que nous pensions que c'était comme ça qu'on les préparait à la vie. Alors d'où vient cette idée qu'arrivé à un certain âge, j'aurais besoin qu'on me protège d'elle ? J'ai une théorie là-dessus, et peut-être que vous la reconnaîtrez si vous avez vous aussi atteint un certain âge. Je pense que quelque chose se passe dans l'esprit des enfants adultes quand leurs parents vieillissent. Un glissement progressif, pas malveillant, mais réel. On passe du statut de parent, c'est-à-dire de quelqu'un qui sait, qui décide, qui porte, au statut de personne âgée, c'est-à-dire quelqu'un qu'on surveille, qu'on ménage, qu'on informe à dose filtrée. Ce n'est pas un geste cruel. C'est presque le contraire. Mais le résultat, pour celle ou celui qui le vit de l'intérieur, c'est une espèce d'effacement progressif. On vous retire vos informations. On vous retire vos décisions. Et un jour vous vous réveillez dans une vie où les gens que vous aimez le plus font des choses autour de vous mais plus vraiment avec vous. Le soir de ce rendez-vous, j'ai appelé Isabelle. Je ne lui ai pas dit tout de suite ce que le docteur Moreau m'avait raconté. Je lui ai demandé de ses nouvelles, de celles des enfants, de son travail. Et puis, après un moment, je lui ai dit que j'avais eu mon rendez-vous médical et que tout allait bien, et j'ai attendu. Elle a dit « Ah, c'est bien maman, je suis contente ». Et je l'ai entendu dans sa voix, ce léger soulagement. Elle ne savait pas que je savais qu'elle avait appelé le médecin. Elle croyait que la petite opération de filtrage avait fonctionné sans accroc. Je n'ai rien dit ce soir-là. Pas parce que j'avais peur de l'affrontement, non. Plutôt parce que je voulais d'abord me parler à moi-même. Me demander ce que je voulais vraiment. Est-ce que je voulais que ça change ? Est-ce que j'avais ma part de responsabilité dans ce qui s'était mis en place ? Est-ce que j'avais, sans le vouloir, laissé s'installer cette façon de me traiter en ne réagissant pas assez tôt ? Et là, j'ai dû être encore plus honnête. Parce que oui. Quelque part, oui. Après la mort de Bernard, j'avais traversé une période où je n'étais pas tout à fait moi-même. Pas au sens médical du terme, pas de dépression sévère, mais une sorte d'étourdissement durable, une fatigue profonde face à la vie pratique. Et pendant cette période, j'avais laissé Philippe et Isabelle prendre en charge beaucoup de choses. Les démarches administratives, les appels à faire, les décisions à petite échelle. C'était bien, sur le moment. C'était même nécessaire. Mais cette période avait pris fin pour moi bien avant qu'elle ne prenne fin pour eux. Moi, j'étais revenue. Moi, j'avais repris pied. Mais eux, ils avaient continué dans le même élan, à gérer, à filtrer, à décider à ma place, parce que c'était devenu une habitude, et parce que l'habitude ressemblait à de l'amour, donc personne ne l'avait remise en question.
J'ai attendu 3 jours avant d'appeler Isabelle pour lui parler vraiment. J'avais préparé ce que je voulais dire, pas comme un discours, juste comme une clarification de qui je suis et de ce dont j'ai besoin. Je lui ai dit que je savais qu'elle avait appelé le docteur Moreau. Je n'ai pas dit ça sur un ton accusateur, je l'ai dit doucement, comme une constatation. Et j'ai entendu un silence qui en disait long. Un silence embarrassé, un peu honteux, mais aussi un silence où je devinais qu'elle cherchait comment expliquer quelque chose qu'elle-même n'avait peut-être jamais vraiment examiné. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que je m'inquiète. Qu'elle me savait sensible depuis la mort de papa. Que ce n'était pas pour me blesser. Je lui ai dit que je le savais. Et je lui ai dit aussi, et c'est la partie la plus difficile à dire à sa propre fille, que l'inquiétude fait partie de la vie. Que s'inquiéter, être informée, même quand c'est difficile, c'est être vivante. Et qu'une mère de 84 ans qui n'a plus accès aux informations qui la concernent, c'est une femme à qui on retire sa vie sans s'en rendre compte. Il y a eu un silence plus long cette fois. Et puis j'ai entendu Isabelle pleurer. Pas d'une façon dramatique. Doucement. Comme quelqu'un qui comprend quelque chose qu'il aurait dû comprendre avant. Elle m'a dit pardon, maman. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à pardonner, parce que c'est vrai. On ne pardonne pas à quelqu'un d'avoir trop aimé. Mais on lui demande d'aimer différemment. Dans les semaines qui ont suivi, les choses ont changé. Pas du jour au lendemain, parce que les habitudes ne se défont pas instantanément, mais progressivement, visiblement. Philippe m'a rappelé pour me dire qu'une autre personne de notre entourage était tombée malade, une vraie chose, grave, et il me l'a dit directement, avec respect. Isabelle m'a transmis une lettre qui était arrivée chez elle et qui m'était adressée, une lettre qu'avant elle aurait probablement ouverte en se disant qu'elle allait gérer ça pour moi. Des petites choses. Mais les petites choses, à mon âge, ce sont les grandes choses. Je pense souvent à ce que cette expérience m'a appris, pas sur mes enfants, mais sur moi-même. Elle m'a appris que vieillir ne signifie pas se retirer. Que la dignité d'une personne âgée ne se mesure pas à sa bonne santé ou à son autonomie physique, mais à sa capacité à rester pleinement présente dans sa propre vie. À recevoir les nouvelles, même mauvaises. À prendre ses propres décisions, même imparfaites. À dire je sais, je veux savoir, j'ai le droit de savoir. On parle beaucoup de la solitude des personnes âgées. On dit qu'elles sont isolées, que personne ne vient les voir, que la société les ignore. Tout ça est vrai, et c'est grave. Mais il y a une autre forme de solitude dont on parle moins, celle qu'on ressent quand on est entouré de gens qui vous aiment, et que pourtant on se retrouve seul avec les vraies choses. Seul avec la réalité. Seul parce que les autres ont décidé, avec les meilleures intentions du monde, de vous en tenir à l'écart. Cette solitude-là est peut-être la plus difficile à nommer. Parce qu'elle ressemble à de l'amour. Parce qu'elle se présente avec un sourire et une tasse de thé et une voix douce qui dit « Ne t'inquiète pas, maman, tout va bien ». Et on a envie d'y croire, parce que c'est plus simple, parce qu'on est fatigué parfois, parce que l'âge use certaines batailles qu'on aurait livrées sans hésiter à 40 ans. Mais cette fatigue, ce n'est pas de la sagesse. C'est de la résignation. Et la résignation, j'ai décidé à 84 ans que ce n'était pas pour moi. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez un parent âgé, une mère, un père, une grand-mère, un grand-père, je ne vous demande pas grand-chose. Je vous demande juste de réfléchir à la dernière fois que vous leur avez dit quelque chose de difficile. Pas pour les blesser, mais parce qu'ils avaient le droit de le savoir. Parce que les informer, c'est les respecter. Parce que les protéger de la réalité, c'est aussi, d'une certaine façon, les exclure d'elle. Et si vous regardez cette vidéo et que vous avez mon âge, ou presque, je veux vous dire autre chose. Vous avez encore le droit de demander. De dire « je veux savoir ». De refuser poliment mais fermement qu'on décide à votre place de ce que vous êtes capable de supporter. Vous avez traversé des guerres, des deuils, des maladies, des années de travail, des nuits sans sommeil, des chagrins que vos enfants ne connaissent même pas. Vous savez encaisser. Vous savez vous relever. Et si les gens que vous aimez l'ont oublié, il est peut-être temps de le leur rappeler. Moi, j'ai attendu trop longtemps. Mais je l'ai fait. Et depuis ce jour dans le cabinet du docteur Moreau, je vis différemment. Pas mieux au sens où tout serait parfait, non. Mais plus vraiment. Plus honnêtement.
avec moins de zones d'ombre dans ma propre maison. Bernard me manque tous les jours. Mais je crois qu'il serait fier de la conversation que j'ai eue avec Isabelle. Il aimait les conversations vraies, lui. Il disait toujours que les mensonges gentils finissent par coûter plus cher que les vérités difficiles. Il avait raison. Il avait presque toujours raison. Je m'appelle Geneviève, j'ai 84 ans, et je suis encore là, bien présente, les deux pieds dans ma vie. Et je compte bien y rester encore un moment.